Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il doit être à peu près midi à New York et un petit peu plus tôt, à Los Angeles. Pour nous, c'est, le début de la soirée. Bienvenue, lors de ce webinaire organisé par l'UFE et Carte Financement et Lynn et Yin de Carte Financement et moi-même, Angélique Deveau, notaire chez Chevreux. Nous allons vous présenter ce webinaire sur comment acheter et emprunter en France malgré le FATCA. Donc le sujet est vraiment à destination de vous, résidents aux États-Unis. Rapidement, on vous présente nos deux maisons, donc l'étude Chevreux que je représente ce soir et aujourd'hui pour vous. L'étude Chevreux, qui sommes-nous? Nous sommes tout simplement une entreprise notariale présente bien sûr en France. Nous sommes des acteurs du territoire. Nous avons différentes activités essentiellement tournées sur l'immobilier, à la fois l'immobilier résidentiel, patrimonial, le développement immobilier, le financement et l'investissement arbitrage, et aussi un département dédié aux acteurs internationaux, aux investisseurs internationaux et aussi aux particuliers, aux Français qui sont résidents à l'étranger. Nous sommes précisément 59 notaires à l'étude à Paris, mais nous sommes également présents en province, à savoir à Reims, à Rennes, à Tours, à Lyon, à Nice et à Bordeaux. Donc nous couvrons toute la France. Ce soir, nous allons parler ensemble à la fois quelles sont les étapes clés et les délais pour acquérir un bien en France, quel est le coût d'une acquisition, comment envisager la structuration de votre acquisition en France, notamment quand on réside aux États-Unis, peut-on acheter un bien à distance et comment anticiper la transmission de cette nouvelle acquisition. Alors, quelles sont les étapes clés et les délais pour acheter un bien en France? Ça fait peut-être très longtemps que vous avez quitté la France, donc vous n'êtes plus du tout habitué au schéma d'acquisition en France. Il faut savoir qu'en France, quand on achète un bien immobilier, il y a deux grandes étapes très importantes. Une phase précontractuelle et une phase contractuelle. La première phase, donc cette première phase précontractuelle, vous allez faire votre recherche de biens immobiliers. Une fois que vous allez trouver votre bien immobilier, vous allez faire une offre et puis il va y avoir tout un audit immobilier autour de cette nouvelle acquisition. Alors attention, quand on dit audit immobilier, c'est pas comme aux États-Unis, vous allez avoir un survey global du bien immobilier. Non, ici en France, le vendeur a simplement une obligation d'information sur un certain nombre de points, à savoir l'amiante par exemple, le plomb, les termites, l'environnement, l'électricité. Il va fournir des diagnostics sur ces domaines, diagnostics, et vous n'aurez pas l'obligation de demander à votre vendeur de refaire des travaux, par exemple, comme vous pouvez le faire dans les systèmes anglo-saxons. Parce que vous allez acheter en l'état, avec ses défauts, ou par exception lorsque dans le neuf, lorsque le bien est tout récent. Alors une fois que vous avez trouvé ce bien, eh bien, vous allez passer à la phase contractuelle, à la signature d'un premier contrat que l'on appelle une promesse de vente. C'est un contrat dans lequel le vendeur s'engage à vendre le bien à un acquéreur déterminé, à un prix déterminé. Et puis, à l'issue de la signature de cette promesse, vous allez, en tant que particulier, avoir un délai de réflexion de 10 jours. C'est-à-dire que vous allez avoir 10 jours pour vous dire est-ce que j'achète ou est-ce que finalement je me rétracte. Ces 10 jours servent tout simplement à protéger en fait l'acquéreur d'un achat spontané en fait sans réflexion. On appelle ça les 10 jours de réflexion. Eh bien, une fois que les 10 jours de réflexion sont passés, vous allez avoir un autre délai qui est un délai d'obtention du prêt. Et on part du principe que vous avez inscrit dans cette promesse de vente une condition suspensive d'obtention du prêt. Et on verra ensuite avec Carte Financement comment financer cette acquisition au moyen d'un prêt. Une fois que vous avez levé toutes ces conditions suspensives, que vous avez obtenu votre prêt, eh bien, on passe à la vente, donc à l'étape finale, qui est la remise des clés et en contrepartie, bien sûr, le paiement d'un prix. Quelle structuration envisager lorsque l'on achète un bien immobilier en France? On peut acheter de différentes manières,
soit en direct, soit au moyen d'une société civile immobilière. Alors, en direct, tout va dépendre si vous achetez le bien pour vous personnellement, pour l'utiliser, ou bien si vous avez pour objet de le louer nu, c'est-à-dire sans meubles, ou le louer meublé, donc avec des meubles. Et vous avez une fiscalité qui va être différente selon une acquisition, au niveau des locations, en fait, de l'impôt sur le revenu, selon si le bien est loué nu ou si le bien est loué meublé. Vous avez aussi la possibilité d'acheter sous forme de société civile immobilière. Alors la SCI, il y a un petit peu un gros fantasme autour de la SCI française. On se dit, là, si j'achète dans la SCI, je vais payer moins d'impôts. C'est pas vrai. C'est pas un outil non plus d'optimisation fiscale. En revanche, c'est un très bon outil de gestion et de transmission du bien immobilier. Parce qu'avec une SCI, on va distinguer le pouvoir de l'avoir. Vous pouvez très bien avoir peu de parts, mais avoir le pouvoir dans la SCI, être le gérant de cette SCI. Elle évite surtout cette SCI les règles de l'indivision que vous pouvez avoir en France lorsque vous achetez en direct à plusieurs ou au moment d'une transmission. Attention, la SCI, c'est un bien français, mais c'est un actif qui devra être déclaré aux États-Unis. Et là, je vous renvoie avec votre CPA aux États-Unis pour la déclaration au niveau de l'impôt sur le revenu de cette SCI. En matière de succession, pas de particularité. La SCI est un bien français qui détient un bien immobilier en France et ce bien sera imposable en France. Lorsque j'achète un bien immobilier en France, je paye des frais de notaire. Alors attention, les frais de notaire, tout ne va pas dans la poche du notaire. Vous avez d'abord et principalement des frais de taxes, tout simplement, une imposition, alors qui va varier en fait selon le type de bien. Quand c'est un bien dans l'ancien, c'est-à-dire qui est achevé depuis plus de 5 ans, la fiscalité est de 5,80% du prix de vente, donc c'est un impôt, les droits de mutation à titre onéreux que vous allez verser en plus du prix de vente et en plus de la commission d'agence. Si vous achetez dans le neuf, vous avez une fiscalité d'acquisition qui est beaucoup moindre, puisqu'on est de 0,715% plus la TVA. Et selon le type de bien, si par exemple vous achetez des locaux de bureaux et des commerces en Ile-de-France, vous aurez une taxe supplémentaire de 0,6. L'émolument, c'est la rémunération du notaire que vous achetez via un notaire qui est basé à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nice, à Lille, peu importe. Le tarif des notaires, il est tarifé, comme je viens de le dire. Donc la rémunération du notaire, elle est la même. Pour une vente d'immeuble, elle sera de 0,814%. Si vous faites un prêt qui est garanti par une inscription hypothécaire, eh bien vous aurez aussi une fiscalité et des émoluments liés à cet acte de prêt. Il sera de 0,271%. Et puis, si vous achetez via une SCI ou si vous rachetez les parts d'une SCI, ce sont des honoraires qui sont libres à discuter avec votre notaire. Grande question, vous êtes résident aux États-Unis, vous venez passer l'été en France, vous avez un coup de cœur pour une maison, pour un appartement en France, vous retournez bien sûr chez vous aux États-Unis. Peut-on acheter à distance? La réponse est oui, oui et oui. Alors, il y a deux types de procurations lorsqu'on achète un bien immobilier en France. Vous avez les procurations que l'on appelle sous seing privé. Elles servent à acheter des biens, par exemple, dans l'ancien. Donc, on pourra faire une procuration sous seing privé pour acheter. Vous donnerez procuration soit à un ami, soit à un membre de votre famille qui est en France et qui se déplacera chez votre notaire pour signer à votre place. Ou bien, dans certaines situations, vous pouvez donner aussi procuration à un collaborateur de l'étude de votre notaire qui signera à votre place. Vous avez aussi d'autres types de procurations, notamment les procurations authentiques. Alors, ce sont celles qui sont reçues par devant notaire. Physiquement, vous pouvez être aux États-Unis et votre notaire en France. Il y aura une vidéo qui s'installera entre vous et votre notaire pour qu'il reçoive votre consentement pour pouvoir signer la procuration authentique. Dans quelle situation je signe les procurations authentiques? Eh bien, soit lorsque j'achète un bien dans le neuf, le formalisme lié à ce type d'acquisition nécessite une procuration authentique, donc reçue par devant notaire, mais par visio, vous m'avez suivi.
ou bien lorsque vous achetez tout simplement au moyen d'une hypothèque qui est garantie, d'un prêt pardon, qui est garanti par une hypothèque. Là encore, le prêt et la procuration doivent être reçus par devant notaire et donc par visio. Comment anticiper la transmission de son bien? Alors, dès lors que vous possédez un bien immobilier en France, il faut en fait penser à la transmission future de ce bien, malheureusement en cas de succession. Il existe différentes manières d'anticiper, et puis je dirais surtout que le cas de l'un n'est pas le cas de l'autre. Nous parlons toujours de cas individuels. Alors, on peut anticiper au profit de ses enfants, on peut anticiper au profit de son conjoint survivant, tout dépend qui vous souhaitez privilégier après votre décès. Au profit de ses enfants, on peut très bien anticiper au moyen d'une donation en démembrement de propriété. C'est assez classique en France. Le parent se garde l'usufruit et les enfants reçoivent la nue propriété du bien. Mais attention, c'est un système qui est connu aux États-Unis et qui crée en fait un effet, je dirais, un petit peu pervers aux États-Unis lorsque l'on est résident fiscal aux États-Unis ou citoyen américain, puisque l'usufruit, s'il s'éteint en France au moment du décès, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de transmission au moment du décès, donc il n'y a pas de taxation, ce n'est pas la même vérité aux États-Unis, où vous allez avoir cet usufruit qui va être considéré comme un actif, qui fera donc partie de la succession aux États-Unis, et parfois, selon le type d'actif, selon la globalité du patrimoine et selon les conventions fiscales en vigueur, pourra aussi être taxable aux États-Unis. Sur ces points, et avant de faire une donation en France, il faudra absolument que et votre notaire et votre CPA se mettent en rapport pour bien évaluer les risques fiscaux qu'une donation en France puisse avoir aux États-Unis. On peut anticiper aussi au profit de son conjoint survivant, au moyen d'un changement de régime matrimonial ou également au moyen d'un testament. Et là, je vais juste insister sur un petit point. Une loi en fait qui s'appelle la loi du 24 août 2021 relatif au droit de prélèvement compensatoire, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2021. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans des cas de figure où la loi applicable à une succession est une loi étrangère, par exemple la loi de l'État de New York, la loi de Floride, la loi de Californie, et lorsque celle-ci, cette loi étrangère, ne prévoit pas de mécanisme protecteur réservataire pour les enfants, et qu'il y a une seconde condition, et que soit le défunt, soit un des héritiers est de nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou possède sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne, et que j'ai un bien en France, donc ça fait quand même 3 conditions, eh bien, l'enfant qui aurait été déshérité par un testament au profit du conjoint, par exemple, peut demander sur le bien qui est en France une sorte de compensation, elle peut être financière, pour compenser en fait la perte qu'il aurait eue si la loi française avait été applicable. Parce que vous savez, en droit français, les enfants ne peuvent être déshérités. Je donne une image très large de ce mécanisme. Bien entendu, il s'applique ou ne s'applique pas selon les cas. Et sur la planification successorale dans un contexte international liant la France et les États-Unis, et au moment où vous décidez d'acheter un bien en France, je vous invite à consulter votre notaire sur ces questions. Je vous remercie et je passe la parole à Lynn Hénin de Carte Financement qui va vous parler sur le financement, comment bien financer votre acquisition en France. Merci beaucoup Angélique. Donc bonjour tout le monde, je me présente Raïm et je suis courtier en crédit immobilier spécialisé dans la clientèle non résidente chez Carte Financement. Je vais vous présenter comment obtenir un financement pour les non-résidents en France et c'est quoi les points importants à faire attention pour bien préparer le dossier en amont. Donc, on va commencer par, je pense, ce qui vous intéresse le plus, donc les taux. Malheureusement, je ne vais pas vous annoncer une bonne nouvelle parce qu'on a eu des augmentations des taux depuis début d'année.
à peu près 1 voire 2 fois par mois. Par rapport à 2021, nous avons pris plus de 0,5 voire 0,6% en taux. En plus, aujourd'hui, on a plus de marge de négociation avec les banques. Avant, on pouvait encore négocier 0,10 de moins, mais aujourd'hui, vu que les taux n'arrêtent pas d'augmenter, les banques ne peuvent plus faire la décoration pour revoir les taux. Pour un non-résident, en moyenne, aujourd'hui, on peut obtenir entre 1,75 et 2,20%. Après, en fonction des projets, en fonction des régions, des fois, on peut avoir un peu moins, mais il faudra quand même compter à peu près 1,75 et 2,20. Après, en fonction, on peut vous dire si on peut avoir moins ou pas. Cette augmentation est liée à plusieurs raisons, mais principalement, c'est l'inflation et la guerre déclenchée en Ukraine cette année. On va parler un peu des banques. Les délais des traitements des dossiers sont toujours longs, même de plus en plus longs, parce que les banques il y a beaucoup de dossiers et les banques sont très sélectives. En ce moment même, il y a des conformités des banques qui ont arrêté de prendre certains pays, par exemple les pays en Moyen-Orient. Elles ont arrêté temporairement de les prendre. Pour les US personnes, c'est-à-dire si vous avez la nationalité américaine, si vous avez la green card, si vous travaillez aux États-Unis, donc vous êtes soumis à la loi FATCA. Cette loi empêche à beaucoup de banques de vous financer parce qu'elles sont obligées de faire la déclaration tous les ans au fisc américain. Les démarches administratives, c'est assez lourd et coûteux. Donc, beaucoup de banques préfèrent ne pas financer les US personnes. Mais nous avons toujours des solutions pour vous proposer des financements. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Au-delà de l'apport, à peu près 20 ou 30% du prix, les banques demandent aujourd'hui de plus en plus de contreparties financières, c'est-à-dire on peut vous demander une épargne à mettre à la banque, on peut vous demander aussi un nantissement, c'est-à-dire un placement bloqué pendant la durée du financement, en contrepartie financière à mettre à la banque. Les banques sont très regardant aussi l'origine des fonds. Est-ce que les fonds de votre apport c'est l'épargne de votre travail ou via une donation, une succession? Est-ce que vous avez vendu un bien, vous avez vendu des options, enfin des actions? Tout ça, on va vous poser des questions en amont pour bien retracer l'origine des fonds. Par rapport au marché immobilier, Paris, ça reste toujours dynamique, hein, même s'il y a une très légère baisse de prix. Mais au premier trimestre 2022, par rapport à la même période de 2021, il y a quand même plus 8% de ventes signées à Paris. On constate une hausse de prix partout en France, surtout pour les maisons. C'est un peu, on va dire, l'effet post-Covid. Que les gens partent des villes, des appartements, ils préfèrent vivre dans des maisons plus grandes, avec plus d'espace. Voilà, ils déménagent en banlieue ou voire en province. C'est ça qui fait augmenter le prix pour les maisons. Concernant la réglementation, on est toujours à 35% de taux d'endettement. Ça n'a pas changé. Même si vous avez un très bon reste à vivre, par exemple 10 000 € par mois après l'opération, malheureusement, on ne peut pas dépasser les 35%. Ensuite, le taux d'usure. C'est un sujet qu'on parle depuis 6 mois. En gros, le taux d'usure, c'est un taux limité par la Banque de France que les banques ne peuvent pas le dépasser. Sinon, on considère que c'est illégal, c'est un abus. On ne peut pas vous faire le prêt. Sachant que le taux d'usure comprend le taux d'intérêt, le taux d'assurance et tous les frais liés au financement, c'est-à-dire les frais de garantie, les frais de dossier pour les banques
et les frais de courtage. Donc, tout ça ensemble, ça fait que la TAEG ne peut pas passer le taux d'usure limité par la Banque de France. C'est-à-dire, en fait, c'est ça qui limite le projet pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire, pour les petits montants, le taux d'usure passe difficilement. Donc aujourd'hui, on est obligé de prendre les projets minimum de 300 000 pour les non-résidents à cause du taux d'usure. Ensuite, comment définir votre projet? Donc, il faudra juste savoir quel genre de prêt on peut vous faire. Déjà, on peut financer tout type de personnes physiques et morales, c'est-à-dire, par exemple, la SCI de droit français, on peut le faire. C'est juste à faire attention au montant du projet si vous souhaitez acheter via une structure, parce que toujours le même sujet du taux d'usure. Via une structure est encore moins bas que quand vous achetez en nom propre. Donc, il faudra bien nous consulter en amont si vous souhaitez acheter via une structure. On peut vous financer la future résidence principale si vous comptez de revenir en France. On peut vous financer aussi la résidence secondaire, investissement locatif et des crédits patrimoniaux, c'est-à-dire rachat de soult suite à un divorce ou une séparation. On finance entre 5 et 20 ans, rarement 25 ans, mais ce n'est pas impossible. Pareil, il faudra nous consulter. En général, on finance en amortissable. Les taux sont souvent, déjà, c'est en fonction des banques. Ensuite, c'est déterminé par le niveau de votre revenu, mais pas l'apport, parce que c'est pas parce que vous mettez plus d'apport, les banques peuvent diminuer le taux. On finance entre 50 et 100% du montant du bien, sauf les frais, c'est-à-dire aucune banque aujourd'hui qui peut financer les frais, y compris les frais de notaire et les autres frais liés au financement. Sachant que quand on vous dit de financer 100% du montant du prix, ça ne veut pas dire que vous ne mettez pas l'argent à côté. En fait, les banques vont vous demander une contrepartie financière, très souvent un nantissement, à hauteur de 30% à mettre sur les produits financiers, par exemple un compte titre, ce qui sert une deuxième garantie pour la banque. Donc, quand on vous dit de financer 100%, mais il y a toujours 30% à côté en nantissement pour une deuxième garantie pour la banque. Quel apport? Donc, l'apport minimum, on vous demande, après ça dépend des banques, mais minimum, on vous demande 20% du prix plus tous les frais. Donc, les frais, c'est-à-dire les frais de notaire, les frais de dossier pour la banque, les frais de garantie et les frais de courtage. Tout ça, ensemble, ça fait à peu près 10% du prix. Donc, 10% du prix plus 20% d'apport, ça vous fait 30% minimum. Après, en fonction des banques, il y a des banques qui vous demandent plus que 20%. Donc, il faudra, dans ce cas-là, voir selon projet, s'il faudra mettre 40%, par exemple. On peut financer minimum 250 000, donc ça, c'est le montant du prêt. Il ne faudra pas confondre avec les 300 000, ça, c'est le montant du prix. Sachant que les banques demandent minimum 20% d'apport, donc 300 000 de prix, et avec 20%, ça nous fait à peu près 250 000 de prêt. Donc, quel type de garantie? C'est les garanties classiques. On passe soit par société de cautionnement, c'est-à-dire crédit logement ou la CCF, soit l'hypothèque sur le bien, soit un nantissement à mettre à la banque. Des fois, on peut avoir les deux en même temps. Par exemple, l'hypothèque sur le bien et le nantissement en même temps, ou crédit logement et nantissement en même temps. Ça peut arriver. Comment on vous valide votre dossier en amont? Déjà, comme j'avais expliqué tout à l'heure, la traçabilité de l'origine des fonds de votre apport est très importante. Quand on va vous poser les questions quand on monte un dossier. Est-ce que vous avez eu une donation ou un héritage? Donc, en fonction, il faudra, on vous demande les documents en fonction.
Et sachant qu'il y a des banques qui peuvent remonter jusqu'à 12 derniers mois des relevés de compte juste pour vérifier comment fonctionnait votre compte et comment vous avez constitué votre rapport. Pensez bien à déclarer votre donation familiale. Quand vous avez eu des fonds de vos parents, il faudra bien déclarer aux impôts parce que les banques vont demander le formulaire CERFA tamponné par un centre des impôts. Le taux d'endettement, c'est toujours 35% maximum, malgré certains dossiers, on a un très bon reste à vivre, on ne peut pas dépasser ce taux-là. Très important pour les relevés de compte, parce qu'on a souvent des problèmes quand on monte un dossier. On constate qu'il y a par exemple des dépôts ou retraits en espèces. C'est pas, quand on a parlé de ça, c'est pas des retraits d'espace de 200 €, 300 € par mois. C'est vraiment des gros montants et assez réguliers tous les mois, par exemple. Et vu qu'on ne peut pas tracer l'origine du cash, donc très, très souvent, quand on a des opérations comme ça sur les relevés comptes, on a des refus des banques. Aussi, faites très attention, le change parallèle. Qu'est-ce que ça change parallèle? C'est-à-dire, par exemple, vous êtes aux États-Unis, vous avez un collègue qui va passer en France pour passer les vacances, il a besoin des euros. Et vous avez un compte en euros en France, donc vous avez de l'argent dessus, vous lui versez les euros sur son compte en France et lui, il vous rembourse sur votre compte aux États-Unis en dollars. En fait, ça, c'est, vous ne pouvez pas savoir, hein, mais ça, c'est souvent interdit pour les banques françaises, justement contre le blanchiment d'argent. Donc, il faudra éviter ce genre d'opération sur vos relevés comptes. Ensuite, on finance, si vous êtes salarié en contrat permanent, il n'y a pas de problème et il faudra juste dépasser la période d'essai. Quand vous êtes non salarié, c'est-à-dire si vous êtes en profession libérale ou vous êtes chef d'entreprise ou en freelance, il faudra un consultant en amont parce que c'est vraiment au cas par cas, en fonction des régions, voilà, en fonction des projets. Il faudra juste avoir 3 années minimum d'activité. Et après Covid, il y a certains secteurs très regardés par les banques, par exemple l'hôtellerie ou le tourisme ou le e-commerce, parce que à cause du Covid, vous pouvez avoir une chute d'activité ou une augmentation de revenus en fonction des activités. Les documents, donc nous, on vous prépare la liste des pièces dès que votre projet est validé par nous. Et quand vous commencez à préparer un compromis de vente, on vous fait une liste des pièces bien détaillée. Il faudra que tous les documents sont en PDF, scannés bien clair, net et visibles aussi. Et comme ça, nous, on monte tout le dossier avant que vous signiez le compromis pour éviter, par exemple, des surprises ou si le dossier n'est pas complet. Et comme ça, on a un dossier complété que vous signez chez le notaire le jour même. Pour un emprunt via une structure, voilà, il faudra nous consulter au cas par cas. Pareil, c'est en fonction de taille de projet et c'est en fonction des régions aussi. Ici, c'est le timing pour obtenir un financement. Là, on est à peu près, à partir du moment où vous signez un compromis jusqu'à la fin où vous signez l'acte authentique, à peu près 3 mois. Et avant, on disait 3 mois en moyenne, mais aujourd'hui, on dit plutôt 3 mois minimum. Et surtout, si jamais on tombe dans les périodes des vacances, par exemple juillet-août ou la période de Noël, ça peut rallonger encore plus long. Donc, il faudra bien mettre, on conseille toujours aux clients de mettre minimum 60 jours de conditions suspensives. Et comme ça nous laisse assez de temps pour finaliser l'accord et l'offre de prêt. Une petite présentation pour carte financement. Nous sommes une filiale du groupe Artemis Courtage.
on présente sur le marché des non-résidents depuis à peu près 13 ans. Donc, on fait à peu près partie des premiers courtiers qui financent les non-résidents en France. On connaît bien toutes les banques et leurs points forts, leurs points à regarder, enfin, leurs points sensibles pour monter un dossier. Donc, c'est-à-dire, on peut vous donner des conseils en amont pour bien préparer tout le dossier et vous dire, voilà, il faudra faire attention à quel point dans votre dossier. Comme ça, quand on envoie un dossier à la banque, c'est pour diminuer la chance de refus. Comme ça voilà, nous la concrétisation, c'est assez élevé. Donc, quand on valide un dossier, rarement derrière, on a un refus. Voilà. Ici, c'est notre équipe pour la clientèle non résidente. On est 4 personnes à Paris et 2 personnes à Nice. On finance partout en France. Donc, carte financement, nous avons financé à peu près 260 millions en 2021. Dans les 260 millions, 80 millions pour les non-résidents. Et depuis notre création, donc depuis 13 ans, nous avons financé 51 pays partout au monde. Et 7% sur 10 sont financés à distance, qui est très important pour les non-résidents parce que, voilà, le billet d'avion, prendre de congés, c'est compliqué. Aussi pour certains pays, après Covid, pour l'instant, c'est compliqué de sortir ou rentrer dans le pays. Donc, on essaie de, si vous ne pouvez pas venir en France, on essaie toujours de faire l'opération à distance. Voilà. Après, il y a certaines banques qui ne sont pas équipées aujourd'hui pour faire le rendez-vous à distance. Donc, ça, on vous dit en amont pour ne pas avoir de surprise. Voilà, voici les coordonnées d'Angélique et moi-même. Et si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un mail. Merci beaucoup, Lynn. Merci à tous. Alors, suite à cette présentation, il y a quelques questions et nous allons tenter d'y répondre pendant une dizaine de minutes. Et si on n'a pas répondu à votre question, pas de panique, vous pouvez toujours nous adresser des emails à l'un et à l'autre pour ensuite que l'on puisse vous répondre. Alors, je vais prendre une première question, celle de Pierre Adida. Alors, je vais vous la lire. En cas de succession, quel est le risque d'être taxé sur l'ensemble du patrimoine américain et français par l'État français? Alors, c'est une très bonne question. En cas de succession, il faut savoir qu'il existe une convention fiscale entre la France et les États-Unis permettant une répartition de l'impôt et qui va dépendre à la fois de la situation des biens. Est-ce que j'ai des biens qui sont imposables en France, par exemple un bien immobilier, qu'il soit détenu en SCI ou bien en nom propre, il sera de toute façon imposable en France. Et tout va dépendre aussi de la résidence fiscale du défunt et aussi de la résidence fiscale des héritiers bénéficiaires. Il faut savoir que si vous avez un enfant, d'abord le défunt, si lui-même est résident fiscal en France avec des biens aux États-Unis, les biens aux États-Unis seront imposés aux États-Unis, que ce soit l'immobilier, même détenu par société. En revanche, les comptes bancaires seront imposés en France. Il faut quand même savoir que le patrimoine mondial sera nécessaire pour pouvoir calculer l'impôt en France. Puisque de base, en France, on impose sur la résidence fiscale du défunt, mais aussi sur la résidence fiscale du bénéficiaire, de l'héritier. Donc à l'inverse, si j'ai un défunt résident fiscal aux États-Unis, mais un de ses héritiers est en France, il peut n'avoir même aucun bien en France. Même une déclaration dans ce cas-là devra être faite en France auprès de l'administration fiscale. Encore une fois, c'est du cas par cas. Ça va dépendre du type de bien, ça va dépendre de la résidence fiscale du défunt, de l'héritier, du bénéficiaire. Alors, moi, je vais répondre à la question de Timothée. Si on est salarié at will, c'est-à-dire, est-ce que c'est-à-dire on est sans contrat de travail?
En fait, aux États-Unis, c'est souvent le contrat à être. En fait, on le considère comme un CDI parce qu'il n'y a pas de date de fin pour finir le contrat. Dans ce cas-là, aussi, très souvent aux États-Unis, vous n'avez pas forcément un contrat de travail comme en France. Parce que dans ce cas-là, ce qu'on vous demande, c'est une attestation d'employeur qui indique bien que votre contrat est permanent ou vous êtes un salarié permanent à la société. Et aussi la date de début du contrat, le poste et votre salaire annuel. Et ça suffit aux banques françaises. On peut prendre ça comme le contrat de travail. Je vais prendre une question de Sébastien. Je vais vous la lire à tous. Alors, la Banque française, où nous faisons notre demande de prêt, nous demande de compléter une legal opinion. Nous avons beaucoup de mal à trouver un avocat pour le faire. Avez-vous des solutions pour ce legal opinion? Alors, c'est une legal opinion d'un avocat aux États-Unis, j'imagine. Alors, vous avez, dans ce cas de figure, chaque ambassade, que ce soit côte ouest ou côte est, dispose d'une liste des avocats qui sont référencés ambassade consulat et qui, je pense, sont tout à fait capables de vous établir une legal opinion. À l'inverse, s'il s'agit d'un avocat en France, vous trouverez aussi des avocats qui sont tout à fait en mesure de vous établir cette legal opinion, qui sont tout à fait habitués à le faire pour cela. Alors, je vois une question de Franck. Est-ce qu'on finance dans d'autres pays de l'Union européenne? Bien sûr, on peut vous financer, il n'y a pas de problème. Et c'est juste faire attention. Il y a certains documents, si c'est pas en anglais ni en français, ou c'est pas une langue courante en France, par exemple espagnol, portugais ou italien, il faudra faire traduire les documents. En fait, c'est pas toutes les banques qui peuvent lire les documents, par exemple en allemand ou en néerlandais ou en suédois. Donc, si on a des documents comme ça, il faudra bien traduire de façon assermentée et officielle. Alors, je vais prendre une question de Rémi. Si j'ai 1 million d'épargne aux États-Unis et que je veux acheter un appartement à Paris, faut-il que je crée un compte en France pour transférer l'argent sur un compte français avant de transférer l'argent en notaire en France? Il semble que les banques prennent de gros frais de transfert, de taux de change, etc. Pour économiser de l'argent ici, comment économiser de l'argent ici? Quelle banque internationale vous recommandez, HSBC ou Citibank? Alors, je vais vous répondre sur la première question. Est-ce que vous pouvez transférer votre argent des États-Unis en France? Oui. Nous travaillons avec la Banque des notaires, la Banque du territoire, c'est-à-dire la CDC. En revanche, on devra vérifier vis-à-vis de vous et de votre banque émettrice l'origine des fonds. Donc, votre banque ou vous-même, vous devrez nous apporter des informations sur l'origine de ces fonds. Et le transfert, pour répondre à votre question, peut tout à fait se faire de votre banque aux États-Unis jusque la banque en France, la Banque des notaires. Maintenant, quelle banque internationale vous recommandez? Je ne pourrais pas vous répondre à cette question, n'étant pas bancaire, tout simplement, ou ressortissant d'une banque en particulier. Je pense qu'elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, je prends la question de Suzanne. J'ai 54 ans, est-ce que je peux toujours emprunter en France? Alors, si vous avez 54 ans, sur le principe, il n'y a pas de problème. On peut toujours trouver une solution. Après, peut-être que sur le principe, on peut vous financer sur 20 ans. Après, il y a des banques, peut-être, ils préfèrent vous financer sur 15 ans. Donc, c'est juste voilà, l'histoire de durée, ça peut changer. Et aussi, il faudra regarder le taux d'endettement comme pour diminuer la durée. Par contre, si vous avez, quand vous demandez un financement, vous avez plus de 55 ans, cela devient compliqué parce qu'il y a plusieurs raisons. Parce qu'aujourd'hui, les banques françaises, pour les clients de plus de 55 ans, ils ne vont pas prendre votre revenu lié au travail. Ils vont commencer à prendre votre revenu de retraite
dans le pays de résidence pour estimer un futur taux d'endettement. Donc, ça peut diminuer votre capacité d'emprunt. Et aussi, au-delà de, en fait, c'est au-delà d'à peu près 50 ans ou 55 ans, le taux d'assurance commence à être cher. En fait, c'est par tranche d'âge. Donc, voilà, on va retourner toujours sur le problème de taux d'usure. Si le taux d'intérêt plus le taux d'assurance qui est cher, même si vous avez 55 ans, vous n'avez pas de problème de santé, il est possible que le taux d'assurance est plus cher et qui ne nous permet pas de dépasser, de rester en dessous du taux d'usure de la Banque de France. Dans ce cas-là, malheureusement, on ne pourra pas prendre le dossier. Voilà. Alors, je vais prendre une question de Alexandre. Alexandre, si je passe 6 mois en France et 6 mois aux États-Unis, est-ce que je finance en tant que résident ou non résident? J'ai un compte en banque et un aux États-Unis. Si j'ai un conseil personnel à vous donner, c'est de bien garder les deux comptes. Parce que je pense que quand on est non résident, c'est plus difficile après d'ouvrir un compte en France. Alors, je vais tout simplement vous renvoyer sur cette question de résidence. Est-ce que je suis résident en France ou aux États-Unis? Je vais vous renvoyer à la convention fiscale entre la France et les États-Unis. Vous la trouverez sur le site en France, impôts.gouv.fr, et vous avez un paragraphe sur la résidence. Et je vous lis, je l'ai sous les yeux, et on va considérer une personne résidant d'un État lorsque, soit elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, et si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, eh bien, elle est considérée comme résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire le centre des intérêts vitaux. Deuxième cas, si je ne remplis pas la première condition, c'est l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé. Et bien dans ce cas-là, elle est considérée comme un résident de l'État où elle a séjourné de façon habituelle. Je ne réponds pas encore tout à fait la question. Troisième cas, si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, eh bien, elle est considérée comme résident de l'État dont elle possède la nationalité. Donc là, on regardera votre nationalité. Et dernier cas, si cette personne possède la nationalité des deux États, ce qui peut souvent arriver lorsqu'on est installé aux États-Unis en tant que Français depuis de nombreuses années, ou si elle ne possède la nationalité d'aucun des deux, bon, eh bien, les autorités compétentes des États contractants trancheront ensemble d'un commun accord. Donc voilà, en fait, c'est une question de critères à remplir et ce n'est pas finalement une question de 6 mois ou 6 mois. Voici une question de Julien. Ayant des investissements locatifs aux États-Unis, à quel taux des revenus locatifs sont-ils pris en compte par les banques françaises lorsqu'ils calculent du taux d'endettement? Alors, tous les revenus locatifs, quels que soient aux États-Unis ou en France, on prend toujours. Ça dépend des banques. Il y a des banques qui pondèrent à 80%, il y a des banques qui pondèrent à 70%. C'est en fonction des critères des banques. C'est-à-dire, on prend le loyer brut sur soit votre paille de location, soit le montant sur votre relevé de compte, si le bail date trop longtemps. On prend le montant et on pondère à 70 ou 80% pour le revenu locatif. Voilà. Une dernière question donc de Brigitte. Américaine et française, résidente à New York, j'aimerais acheter un appartement à Paris pour ma fille. Elle-même résidente en Allemagne. De façon à minimiser les impôts, j'aimerais mettre l'appartement en son nom et lui fournir la majorité de l'apport moi-même. Est-ce possible? Donc, si je comprends bien, vous souhaitez que ce soit votre fille qui achète directement ce bien, mais au moyen de fonds, tout simplement, que vous lui aurez donné. Ni l'une ni l'autre, vous êtes résidente fiscale en France. Donc là, on est dans un esprit, je dirais, France-Allemagne, dans une relation France-Allemagne. Donc on ne regarde même pas les conventions fiscales françaises, ce sont les conventions fiscales entre la France et l'Allemagne. Donc je vous invite à les regarder soit auprès d'un CPA aux États-Unis, soit auprès d'un fiscaliste en Allemagne. Et j'invite votre fille à consulter un fiscaliste en Allemagne.
Mais de prime abord, ce que vous devriez faire, c'est effectivement une donation de vous à votre fille. Mais attention, vous pouvez avoir de la fiscalité et aux États-Unis et en Allemagne. Et dans ce cas-là, vous voyez avec les fiscalistes locaux. Mais une fois que vous aurez procédé à cette donation, votre fille pourra tout à fait acheter le bien en France et le mettre à son nom. Là encore, le notaire demandera l'origine des fonds. Donc, votre fille vous montrera tout simplement au notaire la donation qu'elle aura reçue. Alors, la dernière question de mon côté pour Guillaume. Est-ce que l'achat d'une future résidence principale de l'étranger est considéré en France comme l'achat d'une résidence secondaire? En fait, le fait que vous n'êtes pas encore rentré en France et avoir des bulletins de paie français et payer les impôts en France, vous êtes considéré toujours comme non-résident. Donc, si vous achetez, par exemple, aujourd'hui, vous dites que dans 6 mois, je vais rentrer en France, donc à partir de maintenant, je veux acheter une résidence principale. En fait, le dossier sera considéré comme non-résident. Donc, on va présenter aux banques soit résidence secondaire, soit future résidence principale, parce que ces deux, ça ne va pas changer les conditions ni l'objet pour les banques. Et c'est à partir du moment où vous commencez à travailler en France, vous avez 3 derniers bulletins de paye et surtout français. Et dans ce cas-là, vous considérez comme résident français et vous serez avec les conditions pour les résidents français. Merci beaucoup, Lynn. Je pense que nous avons terminé avec les questions. Si vous en avez des questions, vous n'hésitez pas, vous avez nos emails à tous les deux. Donc nous serons ravis de pouvoir y répondre. Merci à l'UFE pour l'organisation de ce webinaire, webinaire que vous pourrez réécouter puisque vous recevrez tous le lien et vous recevrez également les slides. Donc ne vous inquiétez pas, l'UFE vous enverra tout ça très rapidement. Je vous souhaite à tous une très belle journée, que vous soyez à l'est ou à l'ouest. Merci beaucoup.